coup, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, alors j'ai fait moi toutes les grandes écoles qu'il faut faire, Sciences Po, Normal Sup, j'ai fait une thèse en droit, j'ai fait des masters à Sorbonne, etc. J'avais vocation à intégrer ces espaces-là. J'ai travaillé au Quai d'Orsay, à Groupe International, etc. Et j'ai appris en fait à partir de là à comprendre en fait ces espaces de pouvoir, comment ils se nourrissaient. J'ai grandi aussi dans le 5e et 6e arrondissement parisien, même si je suis né en Espagne, mais donc j'ai commencé aussi à découvrir la socialité, donc pas seulement comme quelqu'un qui travaillait pour eux, mais qui aussi les fréquentait, voyait comment ils fonctionnaient. J'ai découvert tout un système de compromission, d'intérêts qui desservait en fait la cause commune, le bien commun, et j'ai commencé à m'y intéresser à chaque fois plus en tant que journaliste, en tant qu'enquêteur, en tant que militant. Donc j'ai commencé à écrire dans le monde diplomatique, dans un certain nombre de choses, et j'ai commencé à décrypter en fait ces rouages dans lesquels on avait essayé de m'infiltrer. J'avais travaillé avec Richard Descoings, qui était un directeur mythique de Sciences Po Paris, parce que pendant 20 ans, il a essayé de faire de l'ouverture sociale, etc. Mais surtout un homme de pouvoir très important. Il m'avait recruté quand j'avais 18 ans, quand j'étais en première année de Sciences Po. On s'était croisés, il avait aimé un certain nombre de choses que j'avais faites. Et donc moi, je pars de cette intimité que j'ai eue avec cet espace. J'ai vu vraiment de l'intérieur comment fonctionnaient ces gens-là, socialement, intimement, politiquement, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos élites politiques n'ont pas du tout le même niveau qu'elles ont eu jusqu'à une certaine période. C'est-à-dire dans les années 80, quand Mitterrand arrive au pouvoir, il a cette intuition très forte qui est de se dire, moi, il faut que je crée des élites qui vont m'appuyer, qui fassent contrepoids aux élites qui ont été créées par la droite qui est au pouvoir de façon ininterrompue depuis plus de 30 ans. Donc il faut que je m'appuie, j'ai des ressorts au sein du Petit Paris qui vont me stabiliser, qui vont m'aider. Donc c'est pour ça qu'il va mettre en place une politique culturelle dans laquelle il va ouvrir les robinets, à la fois avec la création de télévisions privées comme Canal+, etc., mais qui elles-mêmes vont financer une élite culturelle qui va monter parce que la télévision va financer massivement le cinéma, etc. Et vous allez avoir des personnes qui vont devenir sociologiquement de gauche. Pourquoi? Parce que c'est la gauche qui leur a permis d'exister. L'argent que leur donne la gauche fait qu'ils vont devenir de gauche. Mais en fait, quel est le problème quand vous avez des élites de cet ordre-là? C'est qu'il y a une seule question à laquelle ils vont être complètement indifférents, c'est la question sociale. Parce que justement, ils vivent des prébendes que leur donne l'État, donc ils ne se posent même pas la question sociale, ils sont protégés. Ils vivent dans une économie fermée dans laquelle la régulation de l'État leur permet d'avoir accès à des ressources. Donc ils ne se posent jamais la question de savoir s'ils vont se faire évincer ou pas. Et donc évidemment, être de gauche sans se poser la question sociale, ce qui est le drame de la social-démocratie en France depuis 30 ans, ça pose question. Et en même temps, vous comprenez comme ça pourquoi la gauche mitterrandienne, au début très sociale, va progressivement basculer vers quelque chose qui n'avait plus rien à voir. Christian Eckert, qui était secrétaire d'État au budget sous Hollande, raconte l'obsession de Macron quand il était secrétaire général de l'Élysée, puis quand il était ministre de l'économie, privatiser. Les privatisations d'aéroports de Paris, de la Française de Jeux, etc., étaient déjà proposées par Emmanuel Macron quand il était d'abord à l'Élysée comme conseiller de Macron, puis après comme ministre de l'économie. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Aucune raison, on l'a vu avec les débats avec l'aéroport de Paris, il n'y a aucune justification économique ou autre. C'est pour piller du capital d'État, brûler du capital d'État, l'offrir à des interlocuteurs qui, derrière, vont l'appuyer en retour. Et j'ai un tel dégoût pour les personnes qui sont capables, et elles sont tellement nombreuses dans ce petit Paris, parce que c'est un darwinisme social, il y a une lutte pour la place et pour l'existence sociale qui est d'une violence tellement exacerbée qu'elle vous fait oublier tous vos idéaux, elle vous fait oublier d'où vous venez, etc. Et elle est construite dès le berceau. C'est un élevage, en tout cas. C'est-à-dire que les lycées que je décris, Franklin, l'école alsacienne dans mon livre, etc., ces endroits, en fait, où vous êtes élevés pour intégrer cet espace social-là. On va vous donner l'habitus qui va vous permettre en fait de réussir les concours, de réussir à vous intégrer dans cette société. Je pense que c'est ma grande force, c'est que non, ces gens m'ont courtisé. C'est là où on ne peut même pas me faire ce procès en amertume. C'est que, encore une fois, des Grac à tous les réseaux des coins, en passant par... Enfin, on a essayé de m'intégrer dans ces réseaux de socialité. Et c'est moi qui, à un moment, me suis dit, mais ces gens-là ne sont pas admirables, ces gens-là n'ont rien à m'apporter, ils n'ont pas de valeur humaine, ils n'ont pas d'idées, ils sont juste là pour avoir une place sociale. Alors moi, cette place sociale, je ne la désire pas en soi. Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ils ont réussi à établir un système dans lequel la corruption est devenue légale. Ils savent faire, parce qu'ils maîtrisent les codes, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui font c'est leur fonction dans la société. C'est en tant que conseiller d'État, député, etc., de faire la loi. Et ils ont construit un système dans lequel ce qu'ils font est légal ou d'apparence légale, mais va leur permettre d'accaparer des privilèges et de mettre en place des politiques publiques qui vont aller à l'encontre du bien commun, à l'encontre de la République, de la chose publique, de la République. Si la France était démocratique, ces personnes-là ne seraient plus pas dans les positions de pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Si la France ne fonctionnait pas comme une oligarchie, Bernard Arnault n'aurait pas le pouvoir qu'il a aujourd'hui, n'aurait pas 80 milliards d'euros de capital.
Comment est-ce que vous expliquez que dans une société supposément démocratique, de telles inégalités puissent exister? 80 milliards d'euros à partir d'une fortune, encore une fois, constituée avec l'aide de l'État, de cet État qu'ils veulent continuer à pomper, qu'ils veulent continuer à réduire parce qu'ils ne veulent que s'accaparer des choses. L'enjeu est dans le contrôle de l'espace médiatique, dans le contrôle de l'espace politique par ces personnes-là, par les oligarques, bien au-dessus en fait du MEDEF et des autres dispositifs de réseau qui existent dans tous les pays, qui sont finalement assez secondaires à cette fin. Et c'est pas un hasard s'il n'y a pas un grand intellectuel, à quelques exceptions vraiment, qui sont mobilisés vraiment franchement pour les Gilets jaunes. Pas un média, à part le monde diplomatique, comme par hasard, de médias qui ne dépendent pas de ces systèmes oligarchiques. Qu'il n'y a pas un journaliste, un éditorialiste important de ceux qui accaparent l'antenne, qui est pris pied pour ce mouvement. Et qu'on ait au contraire eu tous ces dispositifs de délégitimation, les accusant d'antisémitisme, etc. C'est pas un hasard. C'est une volonté de contrôle, de reprise de contrôle social face à des individus qui ne demandent qu'une chose, un approfondissement démocratique. L'écart de perception avec le réel est tellement ahurissant qu'il confirme en fait la révolte des Gilets jaunes, le pourquoi de la révolte des Gilets jaunes. Ces Gilets jaunes se révoltent parce qu'on les a trahis, parce qu'ils étaient ceux qui croyaient le plus en le système, ceux qui étaient les fondements de la démocratie représentative. C'est eux qui ont accepté de déléguer leur capacité à parler, leur capacité à prendre des décisions, en faisant confiance à ces élites intermédiaires, députés, journalistes, etc., en leur disant « Vous, on vous donne la possibilité de faire des études, on vous donne la possibilité d'investir la matière intellectuelle de façon à ce que vous défendiez au mieux nos intérêts. On vous fait cette confiance-là. » Or, ces personnes ont trahi de façon si violente qu'à un moment, la base a dû se rebeller et dire « Mais c'est fini, on va donner quelques milliards pour les calmer, et derrière, on va jouer l'ordre. » Et on va imposer par l'ordre, et on va imposer une répression extraordinaire. 3000 arrestations seulement en décembre de lycéens. Moi, les Gilets jaunes m'ont sauvé, et je pense m'ont sauvé la vie, parce que j'étais arrivé à un point d'impasse absolu, parce que ces refus de mise en place de systèmes de compromission, et je suis personne. Je pense que la chance de ma position aujourd'hui, c'est de ne pas chercher à construire une position sociale à partir de ce que je suis en train de faire maintenant. Évidemment, il faudra que je fasse ma vie à un moment ou à un autre, mais c'est plus dans une stratégie politique d'entrer dans le système, etc. 1% d'ouvriers et d'employés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a qu'une fonction, c'est de représenter le peuple. C'est sa seule fonction. Macron avait les pleins pouvoirs pour décider qui se présenterait aux élections, quel type de catégorie sociale. Il a fait lire que des bourgeois. Et j'ai une assise sociale aujourd'hui qui me permet peut-être de pouvoir faire voir les mensonges et manipulations sans avoir à m'appuyer sur une autorité qui, justement, est là pour servir ceux qui n'ont pas ces moyens-là. Qui est le propriétaire de Paris Match et compagnie, donc de tous ces appareils de pouvoir qui sont mis en branle pour défendre Emmanuel Macron? C'est Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère et son homme de main, Ramzi Kiroun, qui était conseiller de Macron en communication. Et donc vous avez des pseudo-journaux, soit médias, soit livres d'investigation, qui sont censés vous donner la vérité, qui font du scandale et qui en fait servent à masquer et en fait à cramer un clampin. Et entre-temps, là-haut, tout va bien. L'écosystème intellectuel français s'est effondré parce que, à force de mettre en place ces politiques publiques, les grandes écoles, l'université, l'absence de diversité sociale provoque en fait des effondrements. Mais à un moment, je crois aussi au fait que ces écoles n'ont plus qu'une fonction parce qu'elles servent à reproduire les positions acquises et non plus à amener les vrais plus grands talents, les vrais meilleurs talents du pays à exercer des fonctions. Et donc à un moment, le vivier s'assèche, évidemment vous vous retrouvez sans puissance, et alors, quand évidemment derrière vous avez tous les systèmes de médiocrisation de l'espace éditorial, médiatique, etc., il y a un affaissement de l'exigence qui fait que ce pays est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire que plus personne ne s'exige, parce que chacun est dans des compromissions successives, et donc évidemment chacun accepte de fermer l'œil sur l'insuffisance de l'autre, de jouer des réseaux de copinage, etc., évidemment, à la fin, il ne reste plus rien. L'écosystème de Mediapart s'intègre de façon assez logique dans cette idéologie auquel ils ont finalement cru. On a vu que le traitement de Mediapart de Macron pendant la campagne, il y a d'un côté un travail d'enquête très important, de grande valeur. Il y a eu toute une série d'enquêtes sur Colère, sur les services sur l'aéroport de Paris, etc. Sauf que l'éditorialisation n'avait rien à voir. Éditorialement parlant, il y avait une complaisance extraordinaire qu'on a vu notamment dans les entretiens que Macron a donnés à Mediapart pendant la campagne, entre deux tours, où on se rendait compte qu'il ne tirait pas du tout les conclusions de ce qu'il décrivait. Le journalisme d'enquête, d'investigation, n'est rien sans une intelligence derrière qui permette en fait d'en faire produire des effets politiques. Si vous dites qu'ils sont complètement corrompus et que vous n'en tirez pas de conséquences, il y a un problème de système aujourd'hui en France. Il faut remettre en question de façon générale le système oligarchique de ce pays. Personne, en tant qu'individu, ne peut changer ce système de l'intérieur. Parce que pour arriver à cette place-là, vous allez devoir faire des collectes de fonds, vous allez devoir vous insérer dans le petit pari, vous allez devoir en fait vous appuyer sur ces dispositifs. Démocratiquement, c'est impossible de s'exfiltrer de tout ça. Donc, soit vous êtes sincère et vous proposez une vraie rupture systémique avec un retour à un régime parlementaire qui soit représentatif, etc. Soit vous êtes en train de vous laisser avoir par une hubris
catastrophante qui ne peut aller nulle part. Je vote plus. La première fois que ça m'est devenu difficile, c'était en 2012, donc quand j'avais fait la campagne de François Hollande, et que je savais que je ne pouvais pas voter pour François Hollande, en ayant vu ce que j'avais vu. Je ne pouvais pas. Et j'ai pas voté aux législatives. Je me suis présenté aux législatives en 2017, avec la France Insoumise. Il y a eu 75% d'abstention dans ma circonscription, et je peux vous dire que je les comprenais. Il faut qu'il y ait des gens de l'élite qui transmettent leur connaissance de l'intérieur, c'est ce que je fais. Moi, je rends des armes, en fait. Aujourd'hui, j'ai trouvé, encore une fois, avec les Gilets jaunes, un rapport à l'autre et une capacité à porter une parole sans dépendre de ces réseaux d'intérêt, de services, etc. Une liberté qui me permet d'en avoir strictement rien à carrer. Je suis au RSA. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'aide et qui m'a aidé à trouver un lieu où rester quelques mois encore. Mais je trouve que ça me donne une force très forte. C'est-à-dire que j'ai vraiment rien à perdre. Je pense que Mélenchon a bien conscience qu'il doit rentrer dans une verticale du pouvoir très forte pour pouvoir s'imposer au système et éventuellement changer. Moi, je ne suis pas d'accord forcément avec la stratégie qui est suivie, c'est pour ça que j'ai pris mes distances. J'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est quelqu'un qui a toujours été respectueux à mon égard. Et moi, je ne suis pas d'accord avec sa stratégie. Moi, je pense qu'il faut aller sur... Il aurait dû beaucoup plus tôt soutenir les Gilets jaunes, ce qu'il n'a pas fait. Il a eu peur, comme tous ceux qui sont intégrés au système. Il joue sa partition, quoi. La violence qu'ont mis en place les Gilets jaunes a touché des symboles, des institutions. Elle n'a pas touché des individus. Marine Le Pen vise à s'imposer comme l'alternative parfaite. Et donc c'est pour ça aussi que sur l'euro, sur l'Europe, en fait, il n'y a plus de ligne claire. Elle joue, en fait, parce qu'elle veut, en fait, avoir le pouvoir en donnant l'impression qu'elle s'oppose au système, obtenir le pouvoir comme ça, pour immédiatement après se mettre au service de ces personnes-là, parce qu'elle a bien compris. Elle avait besoin de donner des gages pour y accéder factuellement.